Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane né Safran sur le lit pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. 4e épisode de notre série sur les VSS en politique et sur la façon dont les politiques se défendent. C'est, je pense, l'épisode le plus... C'est la bascule, en fait, de cette série. C'est la bascule parce que dans les 3 premiers épisodes, on a vu comment les accusés se défendaient. Et toutes les techniques de manipulation utilisées, leurs techniques de communication qu'on a appris à décoder ensemble et à décrypter, avec évidemment des ouvrages féministes qui nous ont permis de bien comprendre parce que tout ça a été théorisé. Mais là, dans les 3 prochains épisodes, cet épisode-là, celui de demain et d'après-demain, on va voir comment l'entourage réagit. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant, je vous explique tout de suite pourquoi, mais d'abord, le sommaire. On va parler dans l'épisode d'aujourd'hui donc de la solidarité de groupe et de la fabrique de l'impunité. Ce sera divisé en 2 parties, la reprise des éléments de langage du mis en cause, et ensuite la légitimation des mises en cause et la délégitimation des victimes. Qu'on s'entende bien, quand une personne est accusée d'agression sexuelle ou de VSS en général, est défendue par son entourage, il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est que la défense, elle est de bonne foi. La personne défend cette personne-là parce qu'elle le croit innocent ou parce qu'elle veut protéger son nom de groupe, elle veut protéger son groupe politique, elle veut protéger un ami, etc. Et il y a une autre possibilité qu'il va falloir qu'on garde en tête. Qu'on garde en tête pendant toute la lecture de ce document. C'est que dans la stratégie de l'agresseur, telle qu'elle a été déterminée, on va se la relire, telle qu'elle a été déterminée par le collectif féministe contre le viol, pour que l'agression puisse pouvoir se faire et se reproduire, l'agresseur, il a besoin de quelque chose. Il a besoin de quelque chose et il a besoin d'un truc absolument essentiel, dont on va parler juste là. Il va avoir besoin de recruter des alliés. D'isoler la victime et de recruter des alliés. Donc, isoler la victime, on a vu dans les 3 premiers épisodes comment ils le faisaient. Et recruter des alliés, comment ils vont faire pour faire ça ? Eh bien, ça va être assez difficile. Soit il va falloir effectivement les convaincre avec les éléments de langage qu'ils ont utilisés que la version était fausse. Je ne retrouve pas le document que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. Soit il va falloir user de manipulation, soit il va falloir user de leur pouvoir, soit il va falloir intimider, etc. Et on ne saura pas, quand on va lire ce document-là précisément, si les personnes qui défendent les agresseurs le font parce qu'elles défendent leur rang de groupe, elles défendent un ami, ce que vous voulez, ou parce qu'elles subissent une forme d'emprise. N'oubliez jamais ça. Les gens qui défendent les personnes qui sont accusées d'agression, on ne sait pas pourquoi elles les défendent. Quoi qu'il en soit. Solidarité de groupe et fabrique de l'impunité. Première partie, la reprise des éléments de langage du mis en cause. Lorsqu'une affaire est révélée par la presse, l'entourage du mis en cause déploie une stratégie de communication de crise. Les éléments de langage apportés en soutien sont le plus souvent une reprise de ceux du mis en cause quand ils n'ont pas été préalablement préparés par son entourage. Fait intéressant. Vous subissez du harcèlement sur Internet. Vous décidez de porter plainte contre la personne qui vous harcèle. C'est exactement ce que cette personne-là va faire. Cette personne-là va absolument tenter de contrôler son narratif en disant « Ah non, c'est un tel qui me harcèle, il va juste le dire une fois, et vous allez vous retrouver avec des milliers de commentaires pendant des mois, je les reçois encore aujourd'hui, disant qu'en fait c'est moi qui ai harcelé Piodélique. » Reprise des éléments de langage de la personne qui est mise en cause. Dans certains cas, la défense médiatique repose donc sur la mobilisation des moyens de l'État lorsque le mis en cause est membre du gouvernement ou proche de celui-ci. Éventuellement, ces moyens en tant que parlementaire ou du parti dont le mis en cause est issu. C'est-à-dire sur des moyens financés, au moins partiellement, par des subsides publics. Mais en dehors de ça, vous comprenez pourquoi, alors qu'ils disent qu'ils ne veulent pas parler à la presse, ils vont parler à la presse, systématiquement. Ils vont à la télévision. Parce qu'ils vont pouvoir contrôler le narratif, parce qu'ils sont plus puissants, parce qu'ils ont une plus grande audience, et parce que les éléments de langage qu'ils vont utiliser, ils savent que les gens vont pouvoir les perpétrer. Soit parce que culture du viol, et du coup on considère qu'il n'y a que des fausses accusations, soit pour protéger notre rang de groupe, soit parce que c'est une personne puissante, et même si nous on ne la connaît pas, on a une forme de déférence, pour pas dire d'emprise, à l'encontre des personnes puissantes. Et on va avoir tendance à donner plus de crédit à une personne qu'on estime être une personne puissante, qu'à une personne qu'on ne connaît pas, qui est une inconnue. Dans le cadre de l'affaire Hulot, le JDD a décrypté la stratégie mise en place. Il faut qu'on lise ça en entier. Dans le cadre de l'affaire Hulot, donc, une réunion de crise est improvisée en urgence au ministère de la Transition écologique. Manque de chance. La conseillère en communication du ministre, Nathalie Mercier, vient de quitter son cabinet. L'Élysée dépêche donc un communicant, Stéphane Schmalz, ancien de l'agence Havas, pour épauler le ministre dans la tempête. On le cite, l'idée c'est d'avoir un argumentaire en mode combat. Le modèle de défense, c'est évidemment celui de Dominique Baudis, l'ancien maire de Toulouse, sali par la rumeur dans la sordide affaire Allègre avec laquelle il n'avait pourtant rien à voir et qui s'était défendu aux 20h de TF1.
Dès la première seconde, la position était claire. Il est hors de question que Hulot quitte le gouvernement, explique-t-on à l'Élysée. Ici, tout a été fait pour assurer son maintien, quoi qu'il arrive, compte tenu de ce qui a été révélé. Merci la grande cause du quinquennat. Hein. Matignon est sur la même longueur d'onde, qui cherche avant tout à éviter que le ministre ne craque. Il y a eu la volonté de réagir vite, comme nous l'avions fait avec Darmanin, pour faire bloc et montrer à Hulot qu'il fait partie de l'équipe. Voilà, c'est partie de l'équipe. Il est accusé d'agression sexuelle, mais il fait partie de l'équipe. Hein. Tout a été fait pour banaliser la situation, décrypte un conseiller. Il s'agissait de préserver Nicolas Hulot, de ne pas l'accabler. Marlène Schiappa, féministe devant l'Éternel, la secrétaire d'État à l'égalité entre femmes et hommes. C'était ironique. Hein. En pointe dans la dénonciation du harcèlement et des agressions sexuelles, téléphonera même à l'épouse de Nicolas Hulot. Elle lui témoigne son amitié, son soutien dans cette période en tant que femme et mère. Elle lui dit aussi regretter que ce qui relève de la justice soit rendu dans la presse. On revient aux épisodes précédents, c'est les mêmes éléments de langage qui sont repris. Selon un conseiller du ministère de la Transition écologique, ses collaborateurs font bloc autour de lui. Marlène Schiappa commet dans le JDD une tribune intitulée « Pourquoi les accusateurs de Nicolas Hulot bafouent la parole des femmes ?» Voilà. C'est-à-dire que les gens du coup qui sont pas contents que Nicolas Hulot soit accusé d'avoir agressé une femme, c'est eux qui bafouent la parole des femmes. Vous voyez le Darvaux ? Vous voyez le renversement accusatoire qui est pratiqué par l'entourage également. C'est fou, hein ? C'est fou. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il y a de cela plusieurs années, puisque c'était au début de ce quinquennat, sur des faits qui remontent à beaucoup plus loin. Ça, c'est ce qui avait été dit pour dire qu'il y avait des trucs qui étaient plus graves. Voilà, on va minimiser les faits. C'est toutes les stratégies qu'on a vues dans les 3 premiers épisodes qui vont être repris du coup par l'entourage. Stanislas Guérini qui dit « J'ai pris du temps pour lire les attendus du jugement condamnant Jérôme Perra pour violence conjugale, pour comprendre, pour savoir si au fond, on pouvait avoir quelqu'un qui pouvait être coupable de violence volontaire. Je crois, et j'en suis même infiniment convaincu, que ça n'a pas été le cas. Il faut regarder les choses dans leur complexité. Dans cette affaire, il y a eu une dispute, 2 condamnations de part et d'autre. On peut respecter ça, incroyable, incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il reprend complètement l'argument de l'agresseur qui va dire c'est une dispute. Non, une dispute, ça n'est pas de la violence. On a le droit de se disputer, c'est sain de se disputer, c'est important de pouvoir se disputer, ça n'est pas de la violence. Pour défendre Coquerel, vous aviez Emmanuel Bompard qui disait « Il ne faut pas jeter des accusations sans aucune preuve ni aucun élément sérieux », c'est les mêmes éléments de langage. Mathilde Panot qui avait déclaré « On prend nos responsabilités quand il y a des témoignages, mais nous n'avons aucun élément ». Alors là, très sincèrement, maintenant qu'on a un peu de recul sur l'histoire, on sait très bien qu'évidemment, ils avaient des éléments. Leïla Chabi qui avait déclaré à propos de Coquerel « Je suis en colère parce que j'ai été personnellement témoin des manœuvres qui visent à discréditer Éric Coquerel sur la base d'accusations sans fondement », etc. Avec un nombre d'exemples incalculable. Les faits sont donc présentés comme anciens ou pas si graves comparés à d'autres. Le choix des mots sous-qualifie les actes, comme l'emploi des termes, comme la drague lourde par exemple, pour qualifier des faits pouvant s'apparenter à une agression sexuelle. Les faits reprochés pourraient toujours être pires. La violence physique n'est pas la violence physique, une gifle n'est pas une gifle qui laisse un bleu. Le harcèlement, c'est pas de l'agression c'est pas le viol, c'est pas le féminicide. Et là, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose que je dis régulièrement. On ne met pas sur le même plan la personne qui a tué, la personne qui a violé, la personne qui a frappé, la personne qui a menacé de frapper, la personne qui a crié, la personne qui a fait peur, etc. On met pas ça sur le même plan. Mais on dit que tout ça est illégal. C'est une reproduction de la violence, c'est une objectification de la personne, en l'occurrence des femmes, quasiment tout le temps, commis par des hommes. Et donc, quand on occupe une fonction publique, qu'elle soit sur Internet, qu'elle soit dans un ministère, qu'elle soit à l'Assemblée nationale, il est parfaitement normal que quand ces histoires-là sortent dans la presse, que les gens en parlent et s'en indignent. Ensuite, les entourages des mises en cause s'emploient à contextualiser la révélation des accusations. Le timing laisserait planer le spectre d'un complot. Et là, vous voyez, ils reprennent encore les éléments de langage qu'on avait vus. Le truc qui justifie l'immunité parlementaire, rappelez-vous, très important. Si vous n'avez pas vu le truc sur la justice, allez voir l'épisode sur la justice, c'est le plus important, je pense, des 9 épisodes, enfin 8 épisodes et de l'introduction. L'immunité parlementaire, elle a un rôle, c'est d'empêcher une personne qui est actuellement en train d'accomplir ses fonctions politiques de se retrouver entravée par des accusations fantasques d'un parti adverse, par exemple, pour l'empêcher de travailler. Et en fait, ils sont obligés, du coup, les politiques, quand il y a des déclarations comme ça d'agression ou de VSS, d'utiliser cette immunité parlementaire. Mais pour justifier l'utilisation de l'immunité parlementaire, ils doivent dire « mais c'est une attaque d'un parti opposé, vous comprenez, c'est un complot contre nous ». Eh bien, l'entourage reprend ces propos. Marlène Schiappa qui déclare « Je vois aussi les tentatives de récupération politique de ceux qui sont dans l'opposition au gouvernement, qui avait déclaré aussi « Je crois que le viol est une affaire trop grave pour être instrumentalisé politiquement ». Sébastien Delogu, un député LFI, décidément, ils sont à fond. Hein. Pourquoi je me suis levé pour applaudir Quatennens ? Lors d'une interruption de séance, un député Renaissance a osé me dire « Adrien, c'est l'homme qui nous faisait le plus peur, il fallait qu'on le détruise ».
Les entourages déplorent le calendrier des révélations. Et c'était pareil pour Dominique Strauss-Kahn, bien sûr. Rappelons qu'en politique, le calendrier est permanent. Il n'y a pas d'année sans élection, interne ou externe, sans réforme, sans actualité. L'entourage d'Éric Zemmour explique que ce dernier n'a aucun souvenir de cette scène et estime que ce n'est pas une affaire judiciaire, mais une affaire politique qui sort au moment où chacun sait qu'il a des velléités autour de lui. Mediapart veut faire un coup le jour de la journée des femmes, la journée de la femme en plus, horriblement mal dit, en recyclant des témoignages déjà sortis l'année dernière, séminables à 5 secondes, à 5 semaines du premier tour, disait Zemmour, etc., etc. On ne va pas lire tous ces exemples, mais vous comprenez bien ce qui se passe. Emmanuel Macron qui avait osé dire « Il y a un respect de la présomption d'innocence. Je ne veux pas la République du soupçon. Ces ministres n'ont jamais eu de comportement inapproprié devant moi ou au sein du gouvernement. Mais sans blague, il n'y a pas de comportement inapproprié devant nous. Il faut avoir atteint un degré de sentiment d'impunité pour commettre ces actes en public. Mais autrement, ces actes ne sont jamais produits en public. Parce qu'en public, il y a la présence de personnes qui sont considérées comme des gardiens. Allez voir la vidéo de Psycho Quack qui explique dans quelles conditions les actes de violence se commettent. S'il y a des personnes autour, il y a des formes de gardiens. Donc ça ne se produira pas sous vos yeux. Et donc c'est encore une fois une méconnaissance profonde du mécanisme des violences conjugales que de dire « je n'ai jamais vu agresser personne ». Vous dites que Katniss a giflé sa femme, moi je n'ai jamais vu gifler sa femme. Hein. Oui, ça ne va pas se passer sous vos yeux. Vous évoquez les cas de M. Hulot et Darmanin. M. Hulot, la question s'est posée, j'en ai parlé avec lui. Il n'y avait aucune plainte déposée contre lui au moment où il était au gouvernement. Non, vous vous rappelez qu'il en a volontairement parlé au début pour pouvoir contrôler le narratif. Il m'a dit que tout ça a été faux, que c'est pas vrai, que ce sont des cabales. J'ai eu la discussion avec lui. On constate également dans certains verbatims que la version des faits du mis en cause suffit pour établir la vérité dans le discours. Exactement ce que je vous dis. Ils contrôlent le narratif, donc c'est la vérité, parce qu'ils ont plus de pouvoir que les plaignantes. Un exemple, M. Darmanin a été d'une totale transparence vis-à-vis des faits. Il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et avait déjà répondu aux questions d'un autre quotidien français qui enquêtait sur les mêmes faits rapportés au Premier ministre, l'accusation dont il faisait l'objet, et avait révélé lui-même l'affaire sur France Info et constaté que l'affaire avait été classée. La justice est à nouveau saisie, elle doit pouvoir travailler en toute indépendance. Le Premier ministre tient à rappeler d'une part que les règles fixant l'appartenance au gouvernement sont connues, et d'autre part que M. Darmanin a toute sa confiance. Ça, c'était Édouard Philippe. On valide le seul narratif qui peut exister, à savoir le narratif du puissant, et les victimes ne peuvent pas exister, et ça, c'est l'entourage. Le cas d'Amien Abad se singularise par la façon dont personne n'a cherché à le défendre sur le fond. Sa famille politique, d'origine, a copieusement confirmé le portrait d'homme harcelant avec les femmes, décrit par les enquêtes de Mediapart. Nous y reviendrons. Et alors là, c'était beaucoup plus difficile à défendre parce qu'il y avait beaucoup plus de témoins. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas défendre l'indéfendable. Nous n'avons pas de commentaires à faire, par exemple, disaient Darmanin et Dupond-Moretti. L'essentiel des éléments de langage a donc porté non pas sur les faits reprochés, mais sur la défense de la présomption d'innocence, argument presque exclusif par l'entourage du mis en cause. Et on ne va pas lire toutes ces déclarations. On va lire par exemple une députée que je n'aime pas, Maude Bréjon, porte-parole du groupe Renaissance, ancienne porte-parole du groupe Renaissance, qui disait « Il faut s'en tenir aux faits et au droit. Damien Abad se dit innocent et donc la présomption d'innocence s'applique. » Bref. La présomption d'innocence permet de normaliser la présence à l'Assemblée nationale d'hommes mis en cause pour violences sexistes et sexuelles. La présomption d'innocence ne profite qu'à l'agresseur. L'usage, en tout cas de la présomption d'innocence, ne profite qu'à l'agresseur. Et c'est honteux. Ainsi, malgré une plainte pour tentative de viol et plusieurs témoignages, Damien Abad a été promu président d'un groupe d'amitié parlementaire. Et puis, on avait carrément entendu le groupe Renaissance dire « c'est un député comme les autres, il a postulé pour devenir président ». Les entourages se prêtent au jeu des parallèles historiques, franchissant un cran de plus que les mises en cause, en invoquant notamment l'Ancien Régime ou l'Inquisition, mouvement qui s'est illustré par son arbitraire, sa cruauté, et qui a conduit au massacre de centaines de milliers de personnes, principalement des femmes. Par exemple, Macron disait « Nous n'accepterons jamais une société de l'opacité ou de la complaisance, et nous ne voulons pas non plus d'une société de l'Inquisition. » C'est évidemment de la pure manipulation. C'est de la pure manipulation, c'est de faire un cas particulier, de dire regardez, si lui on le condamne, tous les hommes vont finir par être condamnés. Ouais, tous les hommes qui ont agressé pourraient l'être potentiellement. Et donc en fait, ce que dit Emmanuel Macron quand il dit on ne veut pas d'une société de l'inquisition, entendez bien ce qu'il dit. Il ne veut pas d'une société juste dans laquelle les personnes qui ont commis des agressions sexuelles en subissent les conséquences judiciaires. Voilà ce qu'il faut entendre. Et écoutez ce que Jean-Luc Mélenchon a dit à propos d'Adrien Quatennens. Vous avez tous les traits du clergé de l'Ancien Régime. Lui non plus, il ne condamnait personne, mais il établissait qu'il y avait un péché de commis, et ensuite il disait ce pécheur est transmis à la justice séculière, qui le brûlait, ou lui arrachait la langue, ou je ne sais quoi. La comparaison. La comparaison, quoi. Je veux dire, c'est fou, quoi. Il est passé au tribunal, on l'a pas brûlé, on lui a pas coupé la langue.
C'est grave. Hein. Et on termine cette partie. Au-delà des entourages, il y a aussi le reste de la classe politique, qui, sans prendre parti dans une affaire particulière, réagit au surgissement de ces nouvelles interrogations. À titre d'exemple, François Hollande s'estime ainsi humilié par les débats à gauche relatifs à la commission de VSS par des responsables publics. Incroyable. Il y a maintenant au sein de certains partis politiques, LFI par exemple, merci à eux, même si les porte-paroles, vous voyez, ne sont pas à la hauteur, des cellules qui permettent de protéger les femmes, et il est humilié par le fait qu'il y ait des débats et des commissions par des responsables publics sur les VSS. Il avait déclaré « Je suis un homme de gauche, je l'ai toujours été, ah bon, et je le serai jusqu'à mon dernier souffle. Quand je vois l'état de la gauche, les débats qui ont lieu dans la gauche, qui se proclament de gauche, cette gauche-là, la NUPES, où on dénonce un dirigeant pour sa vie privée, on dénonce un dirigeant qui a été condamné pour violence conjugale, monsieur Hollande, où on demande une démission, ou au contraire, on maintient un député qui a commis un acte de violence à l'égard de son conjoint. Toutes ces questions, on va évoquer les barbecues, le patriarcat, sur toute occasion, on en met une petite à Sandrine Rousseau, parce que pourquoi pas. Intéressant, hein. Intéressant de voir à quel point, du coup, c'est important pour les personnes qui sont accusées de contrôler leur narratif, d'affirmer du coup la vérité, et de voir ensuite l'entourage qui n'a plus qu'à redire. Et on ne sait pas si c'est parce qu'il y a une forme d'emprise ou si c'est pour se protéger ou quoi que ce soit. Légitimation désormais des mises en cause. Donc on va légitimer les personnes qui sont accusées, et délégitimation, je vais y arriver en le disant lentement, des victimes. Les accusations sont donc présentées comme infondées et inopportunes. Pire, elles sont en décalage avec la personnalité du mis en cause. Ancrez-vous ça dans la tête définitivement. Il y a des gens qui ont une mine patibulaire, qui font de la boxe taille, qu'on la voit très très grave, ce que vous voulez, qui sont irréprochables avec les femmes. Il y a des gens tout petits, tout fluets, tout gentils, tout polis, tout souriants, qui sont des monstres avec les femmes. Ils sont des ordures. Il n'y a pas de portrait type. Il n'y a pas de personnalité qui vont nous permettre de suspecter qu'un jour, elle pourrait commettre de la violence contre une femme. Ça n'existe pas. On retrouve ici un stéréotype qui mine la lutte contre les VSS. Les harceleurs, les agresseurs, les violeurs ne seraient pas des citoyens ordinaires, nos pères, nos frères, nos conjoints, nos amis, ce seraient des monstres. Des gens qui seraient un peu en dehors de la société, quoi. Ça peut pas être les gens de notre entourage. Les amis, il y a 100 000 femmes qui sont violées par an, d'après le ministère de l'Intérieur, probablement entre 200 et 400 000. Si vous ne connaissez pas de femmes autour de vous qui ont subi un viol, c'est simplement que vous n'en avez pas eu connaissance. Mais je vous assure que vous en connaissez. Et par voie de conséquence, elles n'ont pas été violées toutes seules. Vous côtoyez des violeurs. Gardez ça dans un coin de votre tête. La stratégie, et c'est pour ça que j'essaie de vous donner des armes pour faire attention aux éléments de langage des personnes qui seraient mises en cause. Voilà l'objectif de ces 8 épisodes plus l'introduction 9. La stratégie employée consiste à mettre en avant les qualités personnelles ou professionnelles des mises en cause pour discréditer la parole de celles qui ont témoigné. Marlène Schiappa qui dit « Le gouvernement fait confiance à Nicolas Hulot ». Qu'ajouter de plus ? Je pourrais répéter cela. Je pourrais ajouter que c'est un homme charmant, respectueux, que je pense à son épouse et ses enfants. Bref. Nicole Belloubet, garde des Sceaux. Alors là, vraiment, à propos de Gérald Darmanin, une garde des Sceaux qui s'exprime pendant qu'il y avait, en plus de ça, l'enquête judiciaire, j'en crois rêver, quoi, qui avait dit « La procédure suivra son cours. Au demeurant, Gérald Darmanin est un excellent ministre du budget. » Oui, bien absolument. Mais Adolf Hitler faisait du très très bon pain complet maison. Hein. C'était le point Godwin. Excusez-moi. Une tribune signée par 200 élus qui disait « Nous sommes choqués des propos tenus au sujet de M. Darmanin. Tous ceux qui le côtoient savent qu'il ne ressemble en rien à la personne clouée à l'avance au pilori par des manifestants qui, sous le masque d'une cause noble et louable, vous voyez, on revient un peu sur « Oui, mais MeToo, c'est vachement bien quand même. Hein. » Mais là, c'est pas vrai. Hein. Bon bref, vous avez compris. Mathilde Panot à propos d'Éric Coquerel qui avait déclaré « J'ai entièrement confiance en Éric Coquerel pour mener à bien son travail de président de la commission des finances ». Mélenchon qui avait dit « Adrien a tout pris sur lui, je salue sa dignité et son courage ». C'est vrai qu'il a été digne et courageux d'avoir giflé sa femme. Je lui dis ma confiance et mon affection. Encore Mélenchon, j'en ai marre. Antoine Léaumont, mon chouchou pourtant. Camarades, ne soyez pas dupes, ils utilisent tout pour rabaisser notre meilleur porte-parole au début d'une grande bataille. Jean-Paul Besset qui avait déclaré à propos de Nicolas Hulot, il a peur des rumeurs, oui, c'est pour lui la plus redoutable des calomnies, il est sensible, il a peur pour ses enfants, il a peur pour sa famille, etc. etc. Vous connaissez ça par cœur, on s'en refait une petite de Jean-Luc à propos de Tahabouaf. À 25 ans, c'est lourd de vivre avec des menaces de mort et des mises en cause publiques quotidiennes, je m'en veux de ne pas avoir su le réconforter autant que nécessaire. Oui, c'est ça, en fait les gens qui agressent des femmes, il faut leur faire des câlins avant, tu vois, comme ça ils agressent pas de femmes. Je veux dire, ça va à l'encontre plus de tout ce qu'on sait en psychopathologie, enfin bref. Effectivement, c'est un facteur de risque d'avoir connu de la violence. C'est un facteur de risque de reproduction
de la violence, hein, mais c'est pas le seul facteur, hein, loin de là. Bref, Leïla Chabi, sur LFI encore, qui avait déclaré en colère « Car je ne veux pas d'une société où les rumeurs sur les réseaux sociaux font office de tribune populaire. Je ne veux pas de la présomption de culpabilité, où il suffit de lancer une rumeur à la base d'une affabulation pour briser la vie de quelqu'un. » Et Alexis Corbière qui avait déclaré « Je pense qu'Adrien Quatennens ne va pas bien. Je ne suis pas pour la perpétuité dans la vie. C'est pas simple, ce qui a eu lieu, c'est une douleur partagée par les membres de ce couple. » Non mais, je veux dire, c'est une douleur pour la personne qui a été frappée, quoi. À la lecture de ces réactions des entourages des mises en cause, on croirait entendre les mots de « Je te crois, tu n'es pas seul », ce qu'on dit aux victimes de violences pour leur garantir une écoute et leur offrir un safe space. L'entourage, vous avez compris ce qui se passe, reprend les propos du coup de l'agresseur, et quelque part, en fait, ça le légitimise de nouveau. D'accord, ok, il a fait ça, mais c'est quand même quelqu'un de compétent. Et dans l'histoire, vous avez la plaignante qui est obligée d'accepter que le personnage soit toujours public, soit toujours plébiscité, et du coup soit félicité pour ses qualités. Est-ce que vous comprenez la double violence ? Non seulement la violence des agresseurs, ou en tout cas des gens qui ont été mis en cause pour agression pour VSS, la violence dans leur discours. La violence dans leur discours et leur manipulation qu'on a vu dans les épisodes 1, 2 et 3 et un petit peu dans l'introduction. Et est-ce que vous voyez en fait quand il s'agit d'un personnage public à quel point le fait que l'entourage soutienne rend le fait que la victime, en tout cas la plaignante dans une affaire qui doit dénoncer une personnalité publique, doit avoir un courage extraordinaire pour le faire. Vous voyez la violence qu'elle va se prendre. Méfiez-vous. Méfiez-vous des discours des agresseurs, méfiez-vous des discours de l'entourage. Prochain épisode, on voit quoi ? Il s'appelle « Balayer l'expression des victimes et les renvoyer vers la justice ». Ça va pas vous plaire. Je vous garantis que ça va pas vous plaire. Mais c'est intéressant. Prenez soin de vous. Merci de suivre cette série. Je la trouve très bien, moi. Je sais pas combien elle fera de vues. À mon avis, très peu. J'en ai peur. Mais, qui sait ? Qui sait ? Partagez-la si vous le souhaitez. Tous les partis politiques sont concernés. Je m'attends un peu plus sur LFI. Mais comprenez bien, c'est mon parti, quoi. C'est le parti pour lequel je vais voter. Pourtant, je peux pas voir Mélenchon, mais c'est celui qui est le plus proche de mes idées. Et donc, si vous voulez, je suis obligé de pointer ça du doigt pour montrer à quel point, en fait, il faut encore qu'on progresse dans ces trucs-là et que les gens voient qu'à gauche, on n'est pas des bénis oui-oui. On va pas simplement soutenir n'importe quelle personnalité de LFI parce que il serait de notre chapelle à nous. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut pas avoir une défense. On peut pas lutter contre les VSS et lutter à deux vitesses. Bref, prenez soin de vous. À demain pour un épisode qui va vous intéresser et vous agacer. On va apprendre quelques petites choses. Moi, j'ai découvert des choses dans la façon dont l'entourage peut réagir parfois. Salut, bonne journée.